accepté de monde pour des raisons de sécurité. Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Donc, au nom de l'Universcience, de l'Observatoire de Paris et de la Société astronomique de France, on a le plaisir de vous accueillir pour cette 6e session du cycle Einstein, Relativité générale, c'est l'avant-dernière. Et je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Pierre Martin, je suis physicien, président de la commission de cosmologie et membre de la SAF. Ce soir, nous proposons une table ronde sur les interrogations philosophiques sur l'univers, sur l'espace-temps. Alors, je vous présente nos invités. Jean-Michel Almy, directeur de recherche au CNRS, spécialiste en cosmologie. Il a fondé et dirigé jusqu'en 2011 le laboratoire Univers et Théorie à Meudon, où il poursuit ses recherches sur la physique de l'univers primordial. Il a été président des manifestations Le siècle d'Albert Einstein et l'univers invisible. Ensuite, nous avons à l'extrémité de la table Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien, épistémologue, professeur émérite de l'Université de Nice et directeur des collections scientifiques du Seuil et de la revue Alliage. Au centre, notre ami Philippe Pajot, qui va modérer cette table ronde, et journaliste scientifique au magazine La Recherche. À ce propos, je vous signale que cette table ronde est patronnée par le magazine La Recherche, avec son numéro spécial d'Einstein, et avec la revue L'Astronomie de la SAF, dont vous devez avoir quelques exemplaires. Alors, je vous demande d'excuser la troisième personne, le troisième conférencier qui devait venir, Luciano Boy. En fait, il nous a prévenu tout à l'heure, sa femme vient d'accoucher et ça ne s'est pas très bien passé. Alors, comme il vient de Nice aussi, il ne peut pas venir, en fait. Et donc, je vous prie de l'excuser. Alors, je rappelle juste la règle du jeu. Une conférence d'approximativement 1 heure, 1 heure et quart, et le reste de temps pour les questions du public et les réponses de nos invités, j'espère, avec un impératif, comme vous le savez, à 20h45, il faut qu'on ait quitté la salle. Comme je dis à chaque fois, on lâche les chiens dans les couloirs. Alors, juste avant de leur passer la parole, un mot pour conclure. La prochaine conférence aura lieu jeudi prochain, 10 décembre. Ce sera la dernière de ce cycle et nous recevrons David Walsh-Gabo, directeur de recherche CNRS de l'Observatoire de Paris et fellow de l'Université de Cambridge. Il nous parlera de phénomènes gravitationnels comme les mirages et les lentilles. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Vous entendez tous bien? Bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence qui marque presque la fin de ce cycle sur la relativité générale. Alors c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il y a eu un foisonnement de conférences ces derniers temps qui commence à se terminer. Alors je signale notamment, donc, il y a une conférence effectivement jeudi prochain qui sera la dernière du cycle, mais mardi soir à la BNF, il y a une conférence de Thibaut Damour qui va faire une petite revue sur la relativité générale hier, aujourd'hui et demain, qui va être assez intéressante. Il y a évidemment une expo ici au Palais jusqu'au 3 avril, différentes revues. Alors nous, je présente évidemment le numéro de La Recherche qui va être en kiosque jeudi prochain. Malheureusement, je n'en ai pas pour tout le monde, mais il y en a quelques-uns que j'offrirai tout à l'heure aux gens qui posent des questions. Donc c'est pour vous inciter à poser des questions. Voilà. Des bonnes questions. On sera vu. Alors c'est une théorie qui a 100 ans cette année, vous le savez. C'est à la fois une théorie ancienne et une théorie moderne, une théorie qui a bouleversé notre vision de la gravitation, de la nature, du temps et de l'espace, mais qui s'ancre dans la modernité et l'actualité. Alors j'en veux pour illustration de cette actualité le trimestre thématique qui a lieu en ce moment à l'Institut Henri Poincaré, cet institut de mathématiques et de physique théorique, qui traite des mathématiques de la relativité générale. Donc, un trimestre où des chercheurs du monde entier sont venus discuter de ces aspects, des aspects mathématiques de cette théorie, parce que 100 ans après, il y a encore des choses à comprendre sur cette théorie, sur ces équations, qui ont été présentées donc, le 25 novembre 1915, il y a un peu plus de 100 ans.
Donc, très récemment, encore en mois d'octobre, il y a une conjecture technique qui a été résolue par deux mathématiciens français et un mathématicien américain de Stanford, qu'on appelle la conjecture de courbure L2, qui est un terme un peu technique, mais bon, qui est assez intéressante, qui était assez importante. Ça fait une quinzaine d'années qu'on cherchait sa solution. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on est ancré encore dans l'actualité. Une actualité également expérimentale, puisque ce matin même, est parti à 5 h du matin de Kourou, a été lancé un satellite qui s'appelle LISA Pathfinder, qui est un satellite qui doit démontrer la faisabilité de la détection des ondes gravitationnelles dans l'espace. On ne les a pas encore détectées au sol, mais on cherche déjà à les détecter dans l'espace. Voilà. Donc vous savez sans doute qu'il y a deux grands observatoires au sol qui s'appellent Virgo et LIGO qui recherchent activement ces ondes gravitationnelles du sol. D'ailleurs, il y a des rumeurs, j'en dirai pas plus parce que j'en sais moi-même pas plus, mais qui disent que LIGO aurait vu quelque chose. Donc on en parlera quand on aura la confirmation. Voilà. Cette théorie soulève aussi une quantité de questions, d'interrogations philosophiques, et c'est surtout à cela qu'on va s'attacher ce soir. Des questions sur la description de l'espace et du temps, sur ce que c'est l'univers, sur ce que c'est qu'une singularité. Bref, des réflexions qui paraissent aussi inépuisables que la théorie. On va commencer donc cette discussion avec nos illustres invités en égrénant quelques thèmes et en demandant de réagir sur ces thèmes. Et on va commencer par un thème très simple qui est simplement l'univers, cet objet unique, global, que la relativité générale permet d'étudier et de penser dans son ensemble. Alors je vais commencer par une question à Jean-Michel Halimi. Justement, le fait que l'univers soit unique, l'unicité de l'univers, qu'est-ce que ça pose comme problème et qu'est-ce que ça questionne comme approche, comment approcher l'objet univers dans le cadre de la relativité générale? Merci, bonsoir à tous déjà. Effectivement, c'est une bonne question parce que cette propriété, si on peut dire, de l'univers est liée fort probablement à son unicité et fort probablement à une spécificité de la cosmologie qui peut laisser croire qu'une approche classique, scientifique, ne serait pas possible, puisque habituellement, lorsqu'on parle d'expériences scientifiques, on envisage la possibilité de les répéter pour les valider, mais également pour éventuellement faire des moyennes sur les résultats de la répétition de ces expériences et estimer ces moyennes, estimer des écarts à la moyenne. Procéder à des moyennes lorsqu'on est capable de répéter une expérience, un événement, c'est ce qu'on appelle en probabilité une démarche fréquentiste. On identifie en fait la probabilité simplement avec la fréquence de réalisation positive, je dirais, d'un événement. C'est-à-dire le nombre d'événements, le nombre de fois qu'il s'est réalisé sur le nombre de fois qu'on a tenté de le réaliser. Dans le cas d'un univers unique, on peut immédiatement penser que ce genre de démarche, inhérent presque à la démarche scientifique, ne serait pas possible. On se débrouille tout de même, je dirais, par exemple, de plusieurs façons. Ce sera un long débat, mais de plusieurs façons. Par exemple, en parlant d'échantillons représentatifs de l'univers. Je m'explique. En mécanique statistique, là je reviens à un cas plus standard, on fait souvent appel à ce qu'on appelle l'hypothèse ergodique, c'est-à-dire que même si on n'est pas capable, ou c'est aussi informatif sur le système qu'on étudie, de répéter une expérience, on identifie une moyenne sur un grand nombre de réalisations avec une moyenne calculée sur le temps, donc identification d'une moyenne temporelle avec une moyenne de réalisation statistique. Dans le cas de l'univers, on ne peut pas procéder comme cela, mais disons qu'on aménage l'hypothèse ergodique en identifiant une moyenne statistique avec une moyenne spatiale. Ce qui signifie qu'en fait, on peut isoler différentes parties dans l'univers, tester jusqu'à quel point ils sont représentatifs de tout l'univers, et alors, disposant de ces différents univers, on peut procéder à des moyennes. Procédant par exemple de cette façon, c'est aussi une démarche qu'utilisent les observateurs ou les théoriciens pour confronter des prédictions théoriques à des observations, etc.
Donc, en procédant de cette façon-là, on résout, si je puis dire, cette difficulté méthodologique, qui est fort probablement plus profonde, mais on peut peut-être en discuter, de l'unicité de l'univers. Et d'une certaine façon, on procède à des expériences, à des mesures, à des moyennes sur ces mesures, sur l'univers. Après, c'est comme s'il y avait pas un seul univers, mais plusieurs, en fait. On les serait. Juste sur cet aspect-là, oui. Après, on pourrait aussi discuter du fait que jusqu'à quel point, en fait, peut-on dire qu'il n'est pas possible de faire des expériences sur l'univers. Et là, par exemple, une démarche qui m'est chère, disons, le fait de procéder à des expériences, non pas in vivo, mais in silico, comme on dit, sur ordinateur, qui consiste à modéliser un ensemble de lois que l'on pense décrire l'univers, et avec de produire un modèle, produire des résultats, on procède à des expériences, on procède à ce qui ressemble tout au moins à une expérience qu'on peut alors en plus répéter autant qu'on le souhaite. Jean-Marc, sur cet aspect unicité de l'univers et des expériences qu'on peut y faire. Oui, juste pour prolonger ce que vient de dire Halimi, je crois que ce qui est intéressant, c'est que la cosmologie moderne, et sous les espèces de la relativité générale, est l'un des éléments qui nous oblige à repenser ce que nous entendons tout simplement par le mot science ou par le mot méthode scientifique. Si on regarde les critères qui ont été élaborés essentiellement au XIXe siècle pour définir ce qu'était une science, je vous renvoie là au texte classique d'Auguste Comte, de Claude Bernard, etc. Il a été convenu pendant assez longtemps que pour être scientifique, un savoir, une connaissance devait répondre à un certain nombre d'exigences. Un, porter sur des objets génériques, c'est-à-dire étudier, je ne sais pas, par exemple, si on s'intéresse à la physiologie du lapin, on ne s'intéresse pas à la physiologie d'un lapin particulier, mais on considère tous les lapins et on essaye de trouver ce qu'ils ont en commun. Donc pas un objet unique, des objets génériques pris dans une catégorie suffisamment uniforme. Deuxième critère, celui de la reproductibilité. Autrement dit, il faut que l'on puisse refaire les observations ou les expériences que l'on a faites sur tel ou tel objet. Troisième critère, l'alliance de deux types de démarches, d'une part l'expérimentation, d'autre part la théorisation. Eh bien, si on regarde le développement des sciences contemporaines et de la cosmologie en particulier, on s'aperçoit que ces critères sont quelque peu mis à mal. Par exemple, sur le cas premier, c'est ce que nous venons de voir, l'univers, par définition, dirais-je, est un objet unique, et nous n'avons pas à notre disposition un ensemble d'univers. Ce serait d'ailleurs un contresens dans les mots mêmes pour les comparer les uns avec les autres. Donc, abandon du coup du critère de généricité. Du point de vue de la reproductibilité, c'est un peu pareil, nous n'avons pas plusieurs univers sur lesquels faire différentes observations. Mais on n'a pas attendu, et la cosmologie n'est pas le seul cas. Prenez des expériences, par exemple, en physique des particules, comme la mise en évidence du boson de Higgs, la fameuse mise en évidence du boson de Higgs en 2012. C'est une expérience qui n'a pas et qui ne sera jamais refaite telle qu'elle. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup trop cher de refaire 2 fois la même expérience. Cela ne veut pas dire que cette découverte ne sera pas, je l'espère, confirmée par d'autres expériences. Mais justement, d'autres expériences. On n'est pas dans une situation où quelqu'un fait une manip et ses collègues d'à côté refont rigoureusement la même pour retrouver les mêmes résultats. Donc le critère de reproductibilité est lui-même extrêmement affaibli. Troisième critère, cette dualité de la théorie et de l'expérience, et là Jean-Michel Halimi l'a très bien dit, devient aujourd'hui, cette dualité devient une trialité, car dans des situations où il est difficile et de faire des expérimentations et de faire de la théorisation, un troisième pôle, troisième type de démarche, la simulation numérique, a vu le jour. Et ceci nous oblige, je pense, et c'est en cours, c'est loin d'être fait, à réfléchir plus profondément que cela n'a été fait dans les dernières décennies à ce que nous appelons science, à ce que sont les critères qui nous permettent de décider qu'un savoir est un savoir scientifique.
Autrement dit, ce que j'essaie de dire là, c'est une banalité si on le dit au niveau des généralités. La science n'est pas quelque chose qui est identique à soi-même au long des âges. La science grecque était très différente de la nôtre, la science et de la science arabo-islamique entre-temps, etc., etc. Et je pense pour ma part que la science contemporaine est en train de changer assez profondément et que cela nous impose d'assez profondes réflexions philosophiques qui ne sont pas encore poussées suffisamment loin. On peut peut-être sortir justement du cadre de la relativité générale et parler de la théorie des cordes. La théorie des cordes est évidemment une théorie qui également questionne ce que c'est que la science, parce que c'est pas une théorie unique, c'est quelque chose qui est tout à fait difficile à définir avec ces critères de science dont on parlait. Oui, mais là, dans la mesure où c'est une théorie en cours de développement, j'hésiterais à m'avancer beaucoup. C'est simplement, elle n'est pas mûre, donc je trouve qu'il est très prématuré d'en parler. J'admire beaucoup les gens qui font de la vulgarisation comme vous et qui essayent d'expliquer une théorie que les propres chercheurs qui y travaillent ne comprennent vraiment pas. Mais je crois intéressant quand même, sans déstabiliser peut-être le cours qu'on a prévu de ce débat, que juste sur cette question-là, on voit qu'on aborde énormément de questions scientifiques avec le propos que vient de donner Jean-Marc Leblanc. Se pose aussi à travers cette question de la possibilité de faire des expériences, la difficulté face à un univers unique, une première question de nature effectivement philosophique, épistémologique, c'est parce qu'on procède de cette façon en science, je l'explique, la différence qu'il y a à étudier la partie et à étudier le tout. En cosmologie, il y a énormément de choses qui se font, si on s'intéresse à l'univers primordial, au processus de structuration, aux premiers instants, voire même à la singularité, aux propriétés générales de l'univers, son contenu, il y a plein de questions en cosmologie. Et donc, ça veut dire qu'on procède tout azimut. Et par exemple, on peut étudier un objet en particulier. On peut étudier par exemple un amas de galaxies, en imaginant d'abord, effectivement, comme ça a été dit, qu'il était éventuellement représentatif de tous les amas de galaxies. Mais plus que cela, que sa formation pouvait nous parler de l'univers dans son entier. Parce que son contenu énergétique pouvait nous parler du contenu de l'univers. Donc on le voit déjà par cette question, on l'aborde. Le deuxième point aussi qu'on aborde, qu'on a déjà abordé implicitement dans ce que nous venons de dire, c'est le fait que effectivement, la démarche de la simulation offre une nouvelle voie, disons, une troisième approche heuristique, disons, utilisant l'ordinateur, à côté, si l'on peut dire, même s'il faudrait en parler plus longuement, mais disons, de la théorie et de l'observation. Ça pose tout de suite la question qui est, parce que dans tout ce que nous disons, implicitement, nous avons une certaine idée de la science. C'était un peu aussi le propos de Jean-Marc Leblanc. Cette conception de la science pourrait être, est-ce que nous comprenons l'univers? Quand nous procédons pour comprendre l'univers à travers la théorie, l'expérience, comment comprenons-nous les choses, mais en tout cas, à travers la simulation, nous procédons par le calcul. Et la question qui est immédiatement posée, c'est est-ce que calculer, c'est comprendre? Vous voyez, juste par cette question-là, en fait, on voit tout de suite qu'on pourrait aborder plein d'autres questions, mais on sait juste... Pour calculer, c'est comprendre pour vous Alors, c'est justement, lorsque je dis cela, j'ai en fait une certaine idée de ce que représente la simulation. Je crois que la simulation, c'est plus que calculer. C'est pour ça que la simulation peut permettre de comprendre. Si nous admettons un instant, mais je suis tout à fait prêt évidemment à en discuter, mais admettons simplement pour simplifier notre discussion, que la démarche théorique serait une démarche de compréhension. La simulation ne fait que procéder comme dans la démarche théorique. Elle procède par des expériences, effectivement, mais en fait, qu'est-ce qu'une simulation? Une simulation tente d'écrire des équations, éventuellement même d'imaginer des équations qui gèrent un système, mais dont la résolution, le terme consacré analytique, est impossible. Impossible pour des raisons techniques, mais aussi quelquefois pour des raisons profondes, de nature. Par exemple, leur nature non linéaire, etc., sans symétrie particulière, font qu'elles ne peuvent pas être résolues. Et donc, comme elle fait cela, elle fait le rôle, elle fait le même, elle procède de la même façon que le chercheur qui prendrait sa feuille blanche et son stylo pour résoudre l'équation, pour déterminer l'équation, si elle existe, je ne sais pas, c'est aussi un débat,
décrirait l'univers. Donc de ce point de vue-là, oui, la simulation permet de comprendre. Et parce que la simulation, si on la réduit à... Je dirais quant à moi que la simulation peut permettre de comprendre. Ah, pas comme tout. Comme... Elle ne le permet pas automatiquement. Ah non, non, bien sûr. Non, mais on est comme la d'accord. théorie, C'est pas- la c'est théorie pas une- peut permettre de comprendre. La Bon, plupart du temps, non. nous ne sommes absolument pas en désaccord. Je voudrais juste insister sur ce point, c'est-à-dire que, de même que du point de vue de la théorie analytique, ça n'est pas parce que vous résolvez votre équation que vous avez compris Bien sûr. les idées qui sont derrière. De la même façon, ça n'est pas parce que vous faites une simulation réussie qui vous donne des nombres qui correspondent aux nombres observés que vous avez compris. Il y a une anecdote que j'aime bien qui date des débuts de l'ère de la simulation, au moment où les ordinateurs ont été mis en jeu dans les observatoires. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que Eugen Wigner, qui était un des grands physiciens théoriciens de la seconde moitié du XXe siècle, avait un étudiant qui faisait des calculs sur, je crois me rappeler qu'il s'agissait de structures moléculaires, et donc essayait de résoudre sans doute l'équation de Schrödinger pour obtenir des résultats sur la structure de la molécule, son effet, etc. Alors il fait un programme, il met ça sur l'ordinateur, les ordinateurs d'il y a 40 ans, il faut voir ce que c'était. Et ça tourne toute une nuit, et puis à la fin il sort un grand listing avec des chiffres qui correspondent à peu près bien aux résultats qu'il fait. Il l'amène à son patron de thèse, Wigner, lui dit regardez, c'est formidable, on a compris. Et Wigner le regarde et lui dit peut-être que l'ordinateur a compris, mais moi, c'est pas sûr. Et effectivement, le succès d'une simulation demande précisément qu'on comprenne pourquoi ça a marché, c'est-à-dire qu'on creuse les concepts qui sont derrière. Donc ça n'est pas la dévaloriser, au contraire, pour moi c'est un troisième pôle de la pratique scientifique, mais qui renforce notre exigence proprement conceptuelle. Pour préciser, en fait, ma remarque était finalement uniquement méthodologique. Ce que je voulais dire, c'était que la simulation, au même titre que ce qu'on appelle habituellement la théorie, donne les moyens de convaincre. Après, il s'agit effectivement de convaincre. Et puis souvent, ce qu'on appelle quand on dit qu'une théorie permet de comprendre, elle décrit en fait. Une théorie n'est pas vraie ou fausse, elle décrit plus ou moins bien une situation. Donc j'aime bien cette Ça, c'est idée, aussi une bonne question. cette idée de description plutôt que cette idée de vérité d'une théorie. Non, non, là, je suis pas... Si je peux permettre juste pour animer le débat, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on dit qu'une théorie décrit correctement un phénomène? C'est que lorsqu'on applique les lois qui participent à définir cette théorie, les résultats qu'on obtient correspondent à peu près aux mesures que l'on est capable de faire sur ce système. Mais parce que l'explication, elle n'est pas dans les lois, l'explication est dans les principes qui fondent les lois. Alors après, il faut réussir, par un jeu subtil, de savoir faire parler un résultat ou une loi, ou le croisement de lois, ou le croisement de résultats, pour nous parler du principe qui la fonde. Et par exemple, si on veut le resituer dans la lignée de la relativité générale, il est important de savoir que la relativité générale ne dépend que d'un seul principe, presque, immédiat, quoi, qui est l'universalité de la chute libre. C'est une théorie qui réussit on constate l'universalité de la chute libre. Jusqu'à un certain point, ça c'est un travail d'historien, mais Galilée et Newton constataient l'universalité de la chute libre. C'est l'expérience typique, fort probablement mythique, de Galilée sur la tour de Pise, mais peu importe, il constate. Mais en fait, pour lui, elle est fortuite. C'est-à-dire, de façon un peu plus technique, l'identification, l'égalité plutôt, entre la masse inertielle, celle qui participe au mouvement, et la masse gravitationnelle, celle qui est une sorte de charge qui répond à l'application d'un champ gravitationnel. Donc il constate les équations qui sont écrites par Newton, pour simplifier, vérifient bien ce fait, puisqu'on est dans ce cas. Mais ils ne savent pas lui donner un sens. La relativité générale, finalement, mais c'est énorme, c'est en fait aussi un signe de sa puissance, de son élégance, si je puis dire, elle sait donner un sens à ce fait, à cette universalité. Et donc en fait, quand on teste cette égalité, en regardant aussi la dynamique de l'univers, en regardant les processus de structuration dans l'univers, on teste le principe d'équivalence. Donc c'est au-delà des lois, il y a les principes. Réussir à tester le principe, c'est réussir à tester une propriété de symétrie. Alors on peut aussi en discuter. C'est, je crois, quand même un niveau de compréhension qui n'est pas négligeable en tout cas.
Très bien, on va changer un peu de thème. Donc sur l'université de la chute libre, je voulais juste signaler ce que vous savez sans doute, c'est qu'en 2017, il y aura un satellite qui s'appelle Microscope qui va tester 2017 en principe, parce que moi ça fait 10 ans que j'entends dire que dans 2 ans un satellite testera l'université de la chute libre. Donc Microscope sera mis en orbite autour de la Terre et testera avec 2 masses de nature différente, effectivement, si ces 2 masses tombent de la même façon dans le champ de gravité de la Terre, en principe. 2017. Deuxième thème que je voulais aborder, c'est, on revient sur la relativité générale, et c'est sur le fait que c'est une théorie qui fait apparaître ses propres limitations, c'est-à-dire que lorsque elle permet de penser des situations qui définissent ces limites. Par exemple, typiquement le cas de la singularité. Donc est-ce que, Michel, vous voulez peut-être commencer là-dessus? Oui, effectivement, il faudrait bien y réfléchir, mais j'ai le sentiment que c'est la seule théorie qui est capable de prédire quelque chose qui la nie, presque. C'est-à-dire que sans la relativité générale, sans la théorie d'Einstein, alors, soyons prudents, on n'aurait pas pensé, développé des programmes de recherche sur les trous noirs. Alors, je n'oublie pas, par exemple, les astres sombres de Laplace, etc. Mais leur nature physique est complètement différente. Et d'où sort l'idée de trou noir? Elle sort de propriétés, de solutions mathématiques, c'est-à-dire particulières, de la relativité générale. Alors après, dans le langage commun, si je puis dire, au public, on parle d'objets spécialement denses, etc. En réalité, ce sont des singularités de l'espace-temps, c'est-à-dire des points de l'espace-temps où la courbure est si importante que peut apparaître des infinis particuliers. D'autres formes de singularité, effectivement, existent aussi en relativité. C'est, au contraire, avec des guillemets pour aller vite, non pas des singularités fermées comme un trou noir, mais des singularités ouvertes, comme ce que l'on va appeler ensuite le Big Bang. Alors effectivement, proche du Big Bang, ou proche de cette singularité ouverte de l'univers, on sait qu'on est dans des conditions physiques où certains aspects ne sont pas partie prenante à la théorie de la relativité générale, et que fort probablement certains phénomènes de nature quantique sont importants. C'est pour ça qu'on arrive très vite à dire qu'il faudrait une description conjointe de la relativité générale et de la mécanique quantique, au moins pour décrire cette situation singulière. Mais à nouveau, et ça pose la question de l'origine, d'une origine dans l'univers, etc., dans le cadre bien déterminé, bien défini de la relativité générale, et en scientifique, pour aller vite, prenons une position très orthodoxe, je dirais que je ne sais pas penser en dehors d'un cadre théorique donné. Donc si je me donne un cadre théorique qui est la relativité générale, cette singularité, elle existe. Je peux démontrer même qu'elle est, incontournable, quoi. Avec les formes de matière que l'on connaît, avec des propriétés de symétrie raisonnables, d'un univers par exemple homogène, isotrope, le même en tout point, en un point donné, le même dans toutes les directions, mais même en compliquant cette situation, pour des univers anisotropes, on démontre mathématiquement qu'il doit avoir une singularité. Et puis finalement, donc on est face à des situations, les trous noirs, les singularités, des singularités ouvertes ou fermées, où on sait que là, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. On ne pourra pas décrire l'intérieur d'un trou noir par la relativité générale. Je trouve ça quand même, en tout cas en termes de fascination, au moins, on n'est pas là pour faire de la psychologie, mais fascination vis-à-vis de la relativité générale, c'est assez fascinant, justement. Mais justement, la singularité, du coup, c'est quelque chose qui est de nature différente pour un mathématicien et pour un physicien, parce qu'un mathématicien la voit comme un vrai infini, et un physicien va se dire il y a quelque chose que je ne comprends pas. La nature elle-même a... Oui. Moi, écoutez, je sais qu'il y a des physiciens, par exemple, qui vous disent brutalement comme ça, pour point, voilà, l'infini, ça n'existe pas en physique. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça existe en physique ou ça n'existe pas en physique. Ce que je sais, c'est que j'essaie de faire de la physique, de l'astrophysique, de la cosmologie, et puis je rencontre des infinis. Alors, est-ce que ces infinis-là appartiennent? Alors, qu'est-ce que signifierait le terme appartenir? Mais bon, à l'univers, à l'objet sur lequel je décide d'appliquer
ma théorie, ça c'est une autre question, mais en tout cas dans ma théorie, ces infinis existent. Et comme je les pratique en physicien, pour moi, dans la physique, il y a des infinis. Le reste, c'est, sans vouloir être provocateur, c'est du bavardage. Oui, deux commentaires, peut-être en prenant le fil à l'envers de ce que disait Jean-Michel Alimi sur la question d'abord de l'infini en physique. Je crois qu'effectivement, c'est une vision extrêmement naïve que de dire moi je suis physicien, donc je ne mesure que des quantités finies, réelles. L'infini, c'est pas une histoire de physicien. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que dès que vous faites de la physique, c'est-à-dire dès que vous utilisez des nombres dans la théorie physique, vous faites intervenir des quantités que vous ne pouvez pas mesurer directement. La seule chose que vous mesurez en tant que physicien, ce sont des intervalles de nombres rationnels. Alors, si vous adoptez un point de vue opérationnaliste strict, vous devriez dire « je ne fais entrer dans ma théorie que des nombres rationnels, et racine de 2, pi, etc., tout ça n'existe pas ». C'est évidemment idiot. Pourquoi c'est idiot? Parce que ça n'est pas reconnaître qu'une théorie fait usage de concepts, que ces concepts sont des idéalités. C'est la même bêtise que ferait un biologiste s'il disait je ne veux pas parler de chien parce que le chien c'est une abstraction, moi je vois des petits toutous ou des grands danois. Comme disait Spinoza, le concept de chien n'aboie pas. Oui, parce que c'est un concept, effectivement. Et si vous ne voulez pas de concept, ne faites pas de science. Donc dès que vous faites de la science, vous avez des concepts, vous avez des idéalités, et je trouve pour ma part que l'infini n'est pas, l'infini au sens numérique, n'est pas d'une difficulté intellectuelle plus grande que concevoir un nombre transcendant comme pi ou racine de 2. Donc heureusement que dans la pratique, nous faisons ça. Alors deuxième remarque sur la singularité, peut-être au fond une des difficultés, c'est que nous avons du mal à prendre suffisamment au sérieux cette idée de singularité. Je ne parlerai que d'un cas, le cas du temps zéro. Le moment, je mets 12 guillemets de chaque côté, vous allez comprendre pourquoi, le moment du Big Bang. Alors d'où ça sort ça? Ça sort effectivement des équations d'évolution de l'univers, équations d'Anderson-Walker, etc., dans lesquelles vous avez un paramètre temps qui intervient et qui vous décrivent l'évolution de la structure spatio-temporelle de l'univers en fonction du temps. Et il se trouve que ces équations-là, pour une valeur t égale 0, si on prend l'échelle correctement, cette équation-là, si j'ose dire, se casse. Elle ne vaut plus, elle ne fonctionne plus, elle ne vous dit plus rien. Il y a là un point qui est effectivement une singularité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement que votre théorie vaut pour tous les temps différents de 0, aussi petits soient-ils, mais pas pour t égale 0, qui à proprement parler n'est pas un temps, n'appartient pas à la gamme des temps. Et vous avez une situation là qui est tout à fait analogue à celle que les physiciens connaissent depuis beaucoup plus longtemps et que apparemment ils ont eu beaucoup moins de mal à accepter, qui est le cas des températures. Vous savez qu'il existe un zéro absolu des températures. Oui, mais cette expression n'est pas bien fondée parce que le zéro absolu n'est pas une température. Moins 273,15, etc., etc., c'est la limite vers laquelle vous pouvez vous approcher quand vous refroidissez indéfiniment un corps, mais ça vous demande de plus en plus de temps, de plus en plus d'argent, de plus en plus de difficultés. Vous pouvez vous en approcher en principe d'aussi près que vous voulez, mais jamais, jamais l'atteindre. Et ça répond à la question qui est, mais qu'est-ce qui m'empêche de considérer un corps plus froid que le zéro absolu? Ben, ce qui vous empêche, c'est que vous ne pouvez pas atteindre le zéro absolu. Et a fortiori, vous ne pouvez pas passer de l'autre côté. Non. Et ça veut dire, en quelque sorte, que ce zéro est en vérité un infini. Il est inatteignable, il est numériquement fini, mais conceptuellement infini. Alors ceci, dans le cadre, encore une fois, de la relativité générale la plus classique, mais à laquelle il faut donner sa pleine cohérence conceptuelle, même si nous savons bien, effectivement,
effectivement que le vrai univers que nous étudions, quand on va s'approcher pour des temps très petits, il faudra faire entrer en jeu les idées quantiques, etc., etc. Il n'empêche que cette cosmologie classique est parfaitement cohérente si vous acceptez l'idée que cet instant n'en est pas un. Et que de ce point de vue-là, on peut affirmer que l'âge de l'univers, c'est simultanément 14,5 milliards d'années avec une unité bien répertoriée, convenue, qui est l'année, et en même temps, vous pouvez tout à fait affirmer que c'est infini si vous comptez autrement. Et d'ailleurs, la relativité générale elle-même vous autorise à utiliser des paramétrages temporels à volonté, dont un nombre non négligeable sont physiquement intéressants, et parmi ces paramétrages intéressants, il y en a certains pour lesquels l'origine est effectivement renvoyée à moins l'infini. Donc cette idée qu'on buterait sur un temps zéro et que ça poserait un grave problème, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc., c'est en fait poser une mauvaise question à la théorie. Et donc, l'idée de la singularité, elle me paraît extrêmement intéressante, à condition, effectivement, de dire que la singularité, c'est l'endroit où la théorie cesse d'être valable. Et donc, vous ne pouvez pas demander à la théorie elle-même de vous dire comment vous faites pour passer à travers. Je voulais réagir là-dessus, tu n'étais pas d'accord sur... Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais bon. Je dirais d'abord, d'un point de vue technique, la singularité, ce n'est pas t égale 0. C'est, comme on y a fait référence, ce qu'on peut appeler, au moins dans le cas plus simple d'un univers homogène et isotrope, un instant où le facteur d'échelle est nul. Cet instant où le facteur d'échelle est nul, on va par convention décider que c'est t égale 0. Oui. L'existence de la singularité, c'est pas t égale 0, c'est que le facteur d'échelle lui-même est nul. Et pourquoi on parle alors d'infini? Parce que les quantités physiques observables, en principe, que sont la densité de matière, la température, etc., étant dépendantes en inverse à différentes puissances, mais peu importe, de ce facteur d'échelle, elles vont le facteur d'échelle de moment nul, elles vont devenir infinies. C'est comme ça que l'infini apparaît. Mais le temps, lui, dans les équations, n'est jamais mis égal à 0. Après, on peut, convention, décider ce temps t égale t0, où le facteur d'échelle effectivement devient nul, et la théorie l'a mathématiquement conduit à cela sans aucune ambiguïté, sans aucune réserve. Je préciserai ce point-là maintenant, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On a décidé de l'appeler t égale 0. Maintenant, donc, si on suit, si je peux me permettre, votre raisonnement, la question ne se poserait plus sur le temps, mais sur le facteur d'échelle. Est-ce qu'on peut imaginer progresser, si l'on peut dire, ou régresser, dans ce cas-là, vers un facteur d'échelle qui est nul? Alors là, le problème se pose complètement différemment du problème du thermodynamique de la température. Bien sûr, il peut y avoir des paramétrisations logarithmiques, ou je ne sais quoi, qui, effectivement, renvoient le temps à l'infini, et c'est pas polémique, mais où on se débarrasserait du problème de la singularité initiale. Mais ce n'est pas le cas, en tout cas dans le cadre que je viens de dire, qui est d'un univers homogène isotrope. C'est intéressant quand même de noter comme quoi c'est subtil, donc soyons prudents, que si maintenant l'univers n'est plus homogène isotrope, il est, parce que cette idée de l'existence de singularité, évidemment pour plein de raisons autres que directement concernant l'objet physique que l'on étudie, pour plein d'autres raisons, voire même un rapport au religieux, je ne sais quoi, pouvait choquer. Et donc on s'est posé la question, par exemple, si cette hypothèse d'homogénéité n'était plus valable, et si par exemple l'univers était anisotrope, qu'est-ce qui se passerait? Et là, on s'est rendu compte, c'est le théorème de Hawking, Penrose, Glashow, que la singularité se maintenait. Il existait des singularités. Mais ce qui a été montré tout de même, je ne sais pas si ça peut rassurer, mais c'est qu'elle était d'une certaine façon voilée, cette singularité. C'était un titre que nous avions choisi avec une autre personne. La singularité voilée, parce que l'accès, et là on retrouve un peu cette description, c'est pour ça que c'est subtil,
l'accès à cette singularité, à ce point, cette régression dans le temps, devrait procéder par le passage par des phases d'évolution où justement ce facteur d'échelle est des comportements temporels bien particuliers, mais que surtout il y a un nombre infini de sections en question. C'est ce qu'on appelle les comportements de cas. Aller plus bas que le zéro absolu de température. Parce que si vous prenez les équations, par exemple, dans le cas simple d'un gaz parfait, PV égale RT, à température nulle, la pression devient nulle. Ben, vous ne pouvez pas imaginer une pression négative, ou plutôt le volume de... La pression, si vous voulez faire la pression constante, le volume devient nul. Hein? Vous ne pouvez pas imaginer un volume négatif. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas passer de l'autre côté. Et là, c'est pareil. Vous ne pouvez pas imaginer un facteur d'échelle spatiale qui passerait de l'autre côté du zéro, qui soit négatif. Donc c'est ça qui signale le fait que quand votre facteur d'échelle devient nul, à la limite, vous ne décrivez plus un univers, c'est fini. Il n'y a plus d'espace. Je pense qu'il faut quand même ajouter, il faut quand même ajouter que, en relativité générale, toujours, puisqu'il faut se définir un cadre théorique, comme je disais tout à l'heure, la non-pertinence de la question qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, elle n'est pas de nature simplement technique, parce que je ne peux pas définir une distance négative. Elle est véritablement, furieusement liée à la nature de la théorie qui identifie, qui introduit un espace-temps matière qui fait que, et les équations l'explicitent, on ne peut plus penser l'espace indépendamment du temps ou de la matière ou de l'énergie. On ne peut pas penser l'énergie indépendamment du temps et de l'espace, on ne peut plus penser le temps indépendamment de ces deux autres. On doit inévitablement, c'est en fait simplement, ça se traduit au moins, on peut le percevoir au moins comme ça intuitivement, par le fait que les équations d'Einstein identifient un terme de gauche essentiellement de nature géométrique, et de géométrie qui dépend du temps, avec un terme de droite qui est essentiellement de nature contenu énergétique. Et donc de ce fait, et d'ailleurs on peut s'amuser à faire passer des parties du terme de gauche à droite, et donc d'une certaine façon, changer ce qui va représenter le temps en une contribution énergétique ou espace, ou tout ce que vous voulez, entre guillemets, vous amusez un peu comme vous le voulez. Et donc, c'est la théorie, la construction, qui, je rappelle, pour moi, ça me semble toujours essentiel, qui n'est que la traduction de l'universalité de la chute libre, qui nous dit qu'on ne peut pas penser l'un indépendamment de l'autre. Et là, c'est aussi une question philosophique, voire religieuse, qui a longtemps été posée, se poser la question d'un avant le temps dont je parle étant celui dont je parlais à l'instant de la relativité générale, n'a pas de sens, puisque un avant le temps, ça ne peut pas exister, parce qu'il faudrait déjà un temps, etc., etc. Mais dans ce cas-là, c'est même pire. Un avant le temps nécessiterait aussi un espace et une énergie, un avant l'énergie nécessiterait un temps et un espace. Donc la singularité en relativité générale, elle est bien là. Très bien, on va changer de thématique, là, c'est amené assez loin là, sur la singularité. C'est vrai que quand on manipule les infinis, là, ça devient délicat. Quand on a préparé cette table ronde, on a parlé du principe anthropique et du fait que l'univers à rebond nécessite un réglage hyper fin. Et donc je vais te demander, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un univers à rebond, d'une part, et en quoi le principe anthropique est critiquable dans ce cadre-là. Alors, le problème des univers à rebond, c'est complètement lié au problème de la singularité. C'est, si on voulait être un peu provocateur, on dirait qu'ils sont inventés pour gommer la singularité. Et effectivement, lorsque simplement on introduit une échelle énergique, une échelle quantique supplémentaire, minimale, c'est-à-dire plutôt, quand on introduit une description quantique à l'univers, on va y introduire, par le fait même qu'on va considérer ce qu'on appelle le principe d'incertitude. Bon, il faut être prudent sur l'utilisation de tous ces termes et comment on les utilise, mais bon, passons un peu vite pour discuter. Et là, ce principe d'incertitude, il induit une échelle minimale d'énergie, en fait, à un temps donné. Donc, inévitablement, ayant introduit cette échelle, on ne pourra plus en supposer des plus faibles, des énergies, des longueurs plutôt, encore plus petites.
Et donc on va avoir un univers qui va effectivement, tout au moins une portion d'univers, qui va effectivement se contracter sur lui-même si on remonte le temps. Mais alors que dans une description purement classique, au sens non quantique mais relativiste, il deviendrait de volume nul, le facteur d'échelle devenant égal à 0, dans ce cas, il ne pourra se réduire qu'à une valeur minimum imposée par la nature quantique de l'univers que l'on considère. Et donc, il va pouvoir en fait rebondir par rapport à cette valeur minimum et évoluer dans un passé précédant cet instant, alors possible, de façon bien précise. Pourquoi de façon bien précise? Parce qu'on peut évidemment imaginer l'introduction de mécanismes quantiques qui induisent cette échelle minimum qui fait que notre univers ne pourra jamais s'effondrer complètement sur lui-même. Mais il faut être plus précis pour voir si les idées qu'on introduit alors sont efficaces, je dirais. Et là, on se rend compte, en tout cas dans pas mal de modèles de cosmologie quantique, que pour être capable de retrouver les propriétés que l'on connaît de notre univers aujourd'hui, et essentiellement les conditions initiales qui seront capables de former toutes les structures que l'on connaît aujourd'hui, il nous faut une évolution précédant cette phase de rebond, super réglée, et pas à un instant donné, mais dans toute l'évolution précédent, de l'infini dans le passé, jusqu'à ce rebond. Et donc, d'une certaine façon, on a un univers, on a une condition super anthropique. Il y a un réglage tellement fin que pour être capable, suite à ce rebond, d'être dans les meilleures conditions pour donner un univers, ok, mais pas n'importe lequel, celui que l'on sait, celui que l'on connaît aujourd'hui. Donc on a un univers super anthropique. Et donc, même si, bon, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais ces univers à rebond qui sont là pour résoudre le problème de la singularité, je puis dire, et finalement que cela, donc ça aussi c'est une faiblesse, que ce problème-là, mais bon, ils imposent une contrainte super anthropique, et donc se pose effectivement, dans ce cadre-là, la question du principe anthropique. Alors sur le principe anthropique, je ne veux pas parler, mais sur le principe anthropique, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est compliqué, et que, en tout cas, ce que je sais, c'est que quand on formule le principe anthropique comme la façon suivante, qu'on ramène le principe anthropique seulement à un réglage fin des constantes de la nature, ça n'a absolument aucun sens. Et l'idée qui est de constater, le fait de constater que si on changeait de façon minimale, minuscule, la charge de l'électron, je ne sais quoi, ou la masse de protons, etc., alors la matière n'existerait pas, et donc on a conclu, vous voyez, les constantes de la nature ont été réglées pour que tout se passe comme il convient, et que finalement, au bout de la course, nous soyons là. Ça n'a absolument aucun sens, parce que ça oublie une chose absolument essentielle dans la démarche scientifique, c'est que dans une démarche scientifique, au moins à un certain niveau, quand je propose une loi, je la propose aussi avec des échelles caractéristiques, donc avec des constantes, et que je teste cette loi en regardant ce qu'elle me dit sur le réel expérimental ou observationnel. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est identique au réel? C'est une autre question, mais disons, la situation expérimentale et observationnelle. Si j'avais des mêmes lois, mais en changeant les paramètres, les valeurs des constantes, qui me montreraient que la matière ne peut pas exister, évidemment, je me dirais qu'il y a un problème avec les constantes, mais surtout qu'il y a un problème avec les lois. Donc, en fait, pour dire que tout ceci ne signifie absolument rien. Sur le principe Très brièvement, je suis absolument d'accord avec Michel Lamy. Je crois que la formulation standard qu'il a rappelée du principe anthropique est tout simplement vide de sens, effectivement, parce qu'on peut très bien la renvoyer en disant ceci: si les constantes étaient un tant soit peu différentes de ce qu'elles sont, eh ben, nous serions tout simplement pas là pour en discuter, et donc le problème est automatiquement éliminé. Quant à invoquer le principe anthropique comme une démarche qui nous dit: mais vous voyez, le fait que nous soyons là, ici, aujourd'hui, nous permet de remonter et de montrer que les constantes réelles... Oui, bien sûr, mais ça c'est une banalité. Toute la science est faite ainsi, de constatation sur les faits que nous constatons aujourd'hui,
pour remonter vers des principes, des lois, des nombres qui les gouvernent. Donc de constater que l'univers a telle ou telle propriété aujourd'hui et que ça implique que la constante de couplage, des interactions fortes devait avoir tel ou tel type de valeur, rien de plus naturel d'une certaine façon. Il n'y a rien là de métaphysiquement extrêmement surprenant, me semble-t-il. Donc je crois que sur ce point-là, tout à fait d'accord. On va changer un peu de thème et on peut parler, par exemple, de problèmes de terminologie et de représentation en réalité générale, les problèmes que ça peut poser en vulgarisation. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce que vous voulez par là je voulais dire un mot là-dessus parce qu'une des grandes difficultés dans le genre d'exercice que nous sommes en train de faire ensemble aujourd'hui est le suivant. C'est que nous parlons la langue commune et nous utilisons des mots qui ont pris leur place dans ce débat, relativité générale, etc. etc. Or, ces mots ont des origines historiques qui, souvent, ne correspondent pas à la nature profonde de ce qu'ils sont censés désigner. Je prends par exemple le mot de relativité générale lui-même. D'où vient ce mot? Du fait que, dans la construction de la théorie par Einstein, il a mis en œuvre un procédé de généralisation de la validité des lois formelles de la physique qu'il écrivait, de telle façon qu'elles soient indépendantes du système de coordonnées utilisé, généralisant pour ce faire ce qui était le principe de là encore, il faudrait en discuter, la relativité restreinte qui vous dit que les lois de la physique doivent avoir la même forme dans des systèmes, dans des référentiels en mouvement uniforme. Mais ce principe est un principe formel. Toute loi physique doit pouvoir s'exprimer dans n'importe quel système de coordonnées. C'est ce que vous faites en mécanique classique. Quand vous voulez exprimer les lois du mouvement dans un référentiel en rotation, qui n'est pas un référentiel inertiel, vous introduisez les forces centrifuges, qui sont des forces fictives, qui vous permettent de garder les mêmes expressions formelles. F égale F gamma, c'est toujours vrai, à condition, si votre référentiel n'est pas inertiel, d'ajouter aux forces les forces centrifuges. Donc ça, c'est un principe formel, intéressant, mais qui n'a pas de contenu physique réel. Et comme Jean-Michel Lagumi l'a rappelé très justement tout à l'heure, le vrai contenu physique de ce qu'on appelle la relativité générale, c'est le principe d'équivalence. Et c'est là-dessus qu'elle est fondée, c'est un principe physique, c'est-à-dire, oui, comme il disait, l'universalité de la chute libre, ou encore le fait que le mouvement de chute libre dans un champ de gravitation est localement, strictement équivalent à un mouvement accéléré. Alors à partir de là, vous pouvez construire la théorie concrètement, et c'est que de ce point de vue-là, la dénomination de relativité générale est quelque peu trompeuse. Je crois, pour ma part, qu'on aurait mieux fait d'appeler ça tout simplement théorie einsteinienne de la gravitation, parce que c'est une théorie de la gravitation. Alors, ça c'est un premier point qui montre la difficulté des enjeux terminologiques. Mais il y a un deuxième aspect qui est que ça ne porte pas seulement sur les mots. On aurait pu en mentionner d'autres. Bon, pour juste au passage, par exemple, la dénomination de Big Bang est très malheureuse parce qu'elle ne rend absolument pas justice au phénomène qu'elle est censée représenter, puisque ça n'est pas une explosion qui aurait eu lieu à un endroit donné de l'espace, comme le terme semble vouloir le dire, ça fait pas de bruit, enfin bon, etc., etc. Et vous savez probablement que le terme a été proposé par quelqu'un qui en fait était un adversaire de la théorie Fredol, très grand astrophysicien au demeurant, qui pour des raisons qui lui étaient propres, récusait la cosmologie, et qui a lancé de façon un peu dépréciative ce terme, c'est quoi, ce Big Bang, etc. Et évidemment, ça fait écho, sans propre, et ça a été repris par tout l'univers médiatique, évidemment. C'est plus stimulant de parler de Big Bang que de cosmologie évolutive à singularité, etc. etc. Il a fait des journalistes. Non, pas du tout. Pas du tout. Je viens de dire au contraire que c'était un astrophysicien qui l'avait repris après. Oui. Non, mais la plupart des confusions terminologiques, et on pourrait parler, c'est pas le cadre aujourd'hui, mais Jean-Michel Lagumi a fait allusion tout à l'heure aux relations d'incertitude.
Voilà encore quelque chose qui est très mal dénommé, et c'est pas de la faute des journalistes, c'est les physiciens eux-mêmes qui ont inventé cette terminologie. Donc j'attire votre attention sur ce point-là, ne pas être prisonnier des mots. Alors évidemment, les physiciens, les astrophysiciens échappent à ça parce que derrière, il y a l'appareillage formel de la théorie, et d'une certaine façon, les mots qu'on va déposer dessus sont moins lourds de sens, pèsent moins, puisque vous avez tout le système formel, toutes les équations manipulées derrière qui contrôlent ce que vous dites. Ça va au-delà de la question terminologique, ça joue aussi sur des représentations visuelles. Ceux d'entre vous qui s'intéressent, probablement tous ceux d'entre vous qui êtes là, avaient lu des articles de vulgarisation sur la relativité générale, où essayez de vous expliquer ce que c'est qu'un espace court. Et pourquoi la relativité générale, la théorie de la gravitation, va invoquer l'idée de la courbure de l'espace. Et l'image très habituelle qu'on vous offre, c'est la suivante. On vous dit, imaginez un plan en caoutchouc, et sur ce plan en caoutchouc, vous mettez une boule, cette boule pèse, et vous voyez que la surface est déformée. Mais c'est une image absurde. C'est une image absurde parce qu'elle fait appel à une gravitation physique extérieure au plan pour le déformer. Et donc, elle ne rend absolument pas justice à l'idée fondamentale, difficile, qui est qu'un espace courbe, il est intrinsèquement courbé. Il n'est pas nécessaire de se le représenter comme plongé dans un espace de dimension supérieure pour arriver à le penser. Je ne dis pas que c'est facile à penser, mais c'est ça qu'il faut essayer de penser. Essayer de penser, par exemple, une sphère sans la regarder de l'extérieur. Vous êtes une petite fourmi qui se déplace sur la sphère, elle ne sait pas qu'il y a une troisième dimension. Est-ce que quand même elle peut s'apercevoir qu'elle n'est pas sur un plan ? Oui, bien sûr. Elle peut d'abord aller tout droit et s'apercevra qu'elle reviendra au même point, mais elle peut aussi faire des mesures locales, mesurer la circonférence d'un cercle et son rayon, et s'apercevoir que la circonférence ne vaut pas exactement 2 pierres. Donc vous pouvez penser, c'est le grand accomplissement de Riemann et d'autres au XIXe siècle, c'est d'arriver à conceptualiser la notion d'espace intrinsèquement courbé. Et beaucoup des représentations visuelles qu'on offre au public à cet égard sont trompeuses et ne rendent absolument pas justice à l'intérêt profond de cette idée. Et donc là encore, prenez avec un grain de sel toutes ces images et tous ces mots qu'on vous offre. Et avec ces précisions, je dirais que justement, si on a bien compris, et le mot a été à juste titre utilisé, de plongement, on comprend alors que la question dans quoi l'univers s'expand, dans quoi l'univers se dilate, n'a pas de sens, parce qu'en fait, il se dilate en lui-même parce qu'il est plongé en lui-même. En fait, c'est aussi... Oui, ça me fait rebondir sur un aspect tout à fait mathématique. Là, le mathématicien américain Ian Hagel vient de recevoir un Breakthrough Prize, un grand prix en mathématiques, pour une percée sur la description des espaces de dimension 3. Donc, les espaces de dimension 3, c'est des choses qui ne sont pas du tout faciles à se représenter. Et il y a eu en 2012 une percée importante sur l'espace de dimension 3, donc vous pouvez aller voir sur le site de la recherche, il y a un article sur la représentation des espaces de dimension 3 qui peut donner peut-être des idées de comment se représenter sans justement utiliser des plongements. Très bien. On va changer un peu de thème. Je regarde, on est encore dans les temps, on peut encore attaquer un petit peu. Donc on a dit tout à l'heure que la relativité générale amenait des situations qui soulignent ses propres limites, et par ailleurs, évidemment, il y a des choses qu'on ne comprend pas en cosmologie, donc je voulais juste signaler le fait que le modèle standard de la cosmologie, aujourd'hui, fait intervenir simplement 5% de matière ordinaire dont nous sommes constitués, et 95% de quelque chose d'un peu mystérieux, voilà, qu'on appelle énergie noire, matière noire, et dont on n'a pas vraiment une bonne idée pas une bonne idée, mais on n'a pas vraiment d'idée de ce que ça peut être. On a trop d'idées. Ou on a trop d'idées, voilà. Et donc je voulais vous demander effectivement d'où est-ce que vous pensez que pourraient venir les progrès, une meilleure compréhension, une meilleure description de cet univers. Est-ce qu'il faut absolument qu'on ait une théorie de la gravité quantique, donc faire intervenir évidemment la mécanique quantique
dans la gravitation pour pouvoir décrire ça, ou est-ce qu'on peut attendre des progrès un peu différents? Ben, je dirais que la complexité du problème s'arrange de nombreuses approches. En d'autres termes, que plus il y a d'approches, plus on aura une chance de progresser dans un problème aussi complexe. Alors évidemment, souvent lorsqu'on parle des limites de la relativité et de notre compréhension de la gravitation, de la nature de l'espace, que si on dispose d'une théorie de la gravitation quantique, probablement. Cependant, ce n'est pas chose facile que les approches soient de nature, disons, dans la ligne de la relativité générale, donc la gravitation quantique, ce genre de choses, ou dans une approche plus physique des très hautes énergies, disons, que l'approche théorie des cordes. Donc, il faut noter au passage, d'ailleurs, que les limites basse énergie, ce qu'on appelle les limites basse énergie, à savoir lorsque la théorie est censée s'appliquer dans des conditions physiques qui nous sont plus habituelles. La théorie des cordes, aujourd'hui, toutes les théories des cordes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs qu'on sait construire, ne convergent pas vers la relativité générale. Elles convergent, on a eu l'occasion d'en débattre un peu dans une autre table ronde, elles convergent vers une théorie de la gravitation qui contient des objets mathématiques au même type que la relativité générale, mais qui en contient d'autres, qui contient aussi des secteurs, ce qu'on appelle des secteurs scalaires, qui fait que, si vous voulez, la traduction en termes physiques, minimalement, ferait que la constante de gravitation ne serait pas constante en un point de l'espace-temps. Et donc, comme nous le dit la relativité générale, la matière, entre guillemets, avec les réserves qui ont été très bien dites, ressent la courbure de l'espace là où elle se trouve, et que si la courbure est la même, eh bien, elle ressent toujours la même courbure, elle ressent l'espace-temps de la même façon. Dans une théorie avec un secteur scalaire, même si les courbures étaient les mêmes, elle pourrait les ressentir en chaque point de l'espace-temps de façon différente. Et donc c'est important de savoir que même dans ce cadre-là, dans l'approche théorie des corps, si on la ramène, si on la simplifie pour aller vite, à des conditions plus adaptées pour décrire l'univers qui nous entoure, eh ben, on n'obtient pas la relativité générale, on obtient la relativité générale avec un degré de liberté supplémentaire, qui est ce degré de liberté scalaire. C'est très important, en fait, parce que par exemple, ce degré de liberté scalaire, on peut aussi l'interpréter comme la trace de dimensions supplémentaires. On peut y voir beaucoup de choses. Je ne sais plus pourquoi j'étais parti là-dedans. Oui, alors donc c'était la première chose, c'est que l'approche brutale, la plus ambitieuse plutôt, serait d'établir une théorie, quelle que soit l'approche, plutôt physique des hautes énergies, je dirais, ou l'approche classique, pour étendre la relativité générale, une théorie de la gravitation quantique. Mais je crois aussi que tous ces problèmes liés à la physique des objets compacts, et puis, ce que je connais un peu mieux, les problèmes de nature cosmologique, et spécialement les problèmes d'invisible de l'univers, parce qu'ils posent la question de la dynamique de l'univers, dans des contextes très différents, global, local, la formation d'un objet, etc. Elles posent le problème de la dynamique de l'espace et du temps, et donc le problème de la gravitation. Et donc, résoudre, pour le dire de façon simple, un peu rapide, résoudre le problème de l'invisibilité de l'univers sera fort probablement une étape cruciale dans notre compréhension de la gravitation et de la nature de l'espace-temps. Donc oui, c'est aussi une approche qui est importante de comprendre le problème d'énergie noire, matière noire, etc. Sur les objets noirs, sur les... Deux brèves remarques, parce que je n'ai rien à ajouter ni à commenter à ce que vient de dire Jean-Michel Halimi. La première, c'est la suivante, c'est qu'il est souvent dit qu'il y a un conflit entre la relativité générale et la théorie quantique. Tel n'est pas le cas. Il n'y a aucune contradiction entre les deux, simplement nous ne savons pas articuler l'un à l'autre. C'est comme si vous avez deux pièces de puzzle tellement compliquées et que vous ne sachiez pas comment les emboîter pour en faire une. Mais rien dans les principes de l'une ne s'oppose au principe de l'autre et aucune observation expérimentale ou mesure ne permet d'établir ce qui serait une contradiction. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a tout lieu de penser qu'il est possible de trouver une théorie quantique de la gravitation. Alors c'est très difficile, peut-être faut-il dire un mot de la raison fondamentale pour laquelle c'est difficile. C'est difficile parce que la théorie de la gravitation, sous sa forme
avec la mienne, la relativité générale, est une théorie non linéaire. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, le fait essentiellement que si vous avez deux situations physiques qui vous décrivent le champ de gravitation créé par certaines sources de matière d'un côté, puis une autre situation, d'autres sources de matière décrivant, donc engendrant un autre champ de gravitation, si vous imaginez que vous prenez ces deux blocs de matière ensemble, le champ de gravitation que vous obtiendrez ne sera pas tout simplement la somme vectorielle des deux. Et là, il y a une raison profonde à ceci, qui est la raison pour laquelle la théorie de la gravitation est beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliquée que, par exemple, la théorie de l'électromagnétisme. Et cette raison est la suivante. Le principe de superposition auquel je viens de faire allusion, c'est-à-dire la linéarité qui vaut pour l'électromagnétisme, qu'il soit classique ou quantique d'ailleurs, est profondément lié au fait que le médiateur des forces électromagnétiques, c'est-à-dire le photon, qui est celui qui transmet les interactions électromagnétiques entre des particules électriquement chargées, n'est pas lui-même électriquement chargé. Le photon est électriquement neutre. Maintenant, imaginez que vous ayez une théorie quantique de la gravitation, dans laquelle vous aurez un objet médiateur qui serait, on va l'appeler un graviton, qui transmet l'interaction entre des énergies, des masses, des énergies localisées, mais lui-même est porteur d'énergie. Et donc le graviton, en quelque sorte, est couplé à lui-même. Et c'est cet autocouplage du champ de gravitation qui n'existe pas dans le cas électromagnétique, qui rend très difficile une théorie de la gravitation, et ça explique la différence essentielle et sa difficulté profonde par rapport à l'électromagnétisme. Il y a la théorie quantique aussi, qui est aussi linéaire. Alors, l'électromagnétisme quantique est linéaire. Il n'y a aucun doute. Et la théorie des interactions fortes est linéaire, mais il n'y a pas de problème. La gravitation, c'est très singulier parce que, pour le dire encore autrement, le champ de gravitation transporte de l'énergie, comme le champ électromagnétique d'ailleurs, mais le champ de gravitation transporte de l'énergie, et cette énergie est elle-même source de champ de gravitation. Et donc vous avez ce mécanisme d'autocouplage. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement ces deux théories restent découplées, qu'il n'y ait pas une théorie unique? Qu'est-ce qui l'empêcherait? Je ne sais rien. Peut-être que, en dehors même de la question scientifique, même si à nouveau il faut être prudent, la difficulté de concilier, combiner ou articuler la relativité générale et la mécanique quantique, même sous ses formes théoriques quantiques des champs, etc., donc relativiste au sens de la relativité restreinte, c'est que finalement, jusqu'à un certain point, ça ne me paraît pas complètement faux de dire cela, la relativité générale, c'est une théorie en tout cas en cosmologie, par exemple, du contenant, de l'espace-temps. La mécanique quantique, c'est plutôt une théorie du contenu. Concilier notre pensée du contenu et notre pensée du contenant, c'est une problématique qui va bien au-delà. La difficulté de cette problématique va bien au-delà de la conciliation entre la relativité générale et la mécanique quantique et les problèmes de la singularité. En fait, cette dialectique, ce double problématique du contenant et du contenu, comment réussir à penser les deux, c'est des problèmes, au fond, dans plein de domaines, dans plein de champs de pensée. Donc je pense que c'est aussi là la difficulté. Je peux faire une toute petite dernière remarque peut-être sur la question de l'énergie noire et de la matière noire. Peut-être que, expérimentalement, observationnellement, dans les années qui viennent, on va découvrir des formes de matière, les gens travaillent beaucoup, cherchent beaucoup, peut-être qu'on va en découvrir, et qu'on dira, bon voilà, ça y est, on a compris ce que c'est que la matière noire. Mais peut-être aussi qu'elle subira le sort d'un autre être physique qui a eu son heure de gloire à la fin du XIXe siècle, qui était l'éther. L'éther était indispensable à la compréhension des physiciens de la fin du XIXe siècle. Le champ électromagnétique se propageait dans quoi? Les vagues se propagent sur l'eau, le son se propage dans l'air. Quand vous avez une onde qui se propage,
La pensée de l'époque voulait qu'il y ait un milieu de propagation sous-jacent. Ce milieu s'appelait l'éther. Mais l'éther posait des tas de problèmes, parce que la vitesse de propagation des ondes électroniques et lumière était telle qu'il fallait que ce milieu soit extrêmement rigide, pour qu'on se mette très très vite. Mais d'un autre côté, il fallait qu'il soit incroyablement ténu, parce qu'il n'opposait manifestement que des forces de freinage absolument immesurables au déplacement des corps célestes. Et devant cette difficulté à créer un modèle concret de cet objet physique, l'éther, à la fois très ténu, à la fois très rigide, c'est là qu'a été un des grands coups de génie d'Einstein, qui a tranché le nœud gordien en disant finalement on n'en a pas besoin. Le champ électromagnétique, c'est un être physique en soi. Ça n'est pas la traduction du mouvement d'un milieu sous-jacent comme les vagues à la surface de l'eau. C'est un être physique intrinsèque. Et il se déplace dans le vide. Il se pourrait, c'est juste une hypothèse, que matière noire et énergie noire, à l'horizon de quelques décennies, ait complètement disparu, à condition évidemment qu'on ait trouvé une toute autre façon d'expliquer les observations qui court-circuitent l'interprétation qu'on en donne aujourd'hui. Mais là, justement, pour reprendre l'avertissement qui avait été fait tout à l'heure à juste titre sur la terminologie, il faut faire attention. Quand on parle de matière noire et d'énergie noire, il ne faut pas confondre les problèmes. Le vrai problème, en tout cas par exemple pour l'énergie noire, je pense que la matière noire est sûrement un sous-produit du problème de l'énergie noire, c'est le problème de l'accélération cosmique, ce n'est pas le problème de l'énergie noire. L'énergie noire, c'est donc une autre façon de le formuler, c'est un problème de terminologie qui est d'imaginer que cette accélération cosmique, que la source responsable de cette accélération cosmique sera un fluide très mystérieux, à pression négative, je ne sais quoi, qui expliquerait l'accélération cosmique. Le vrai problème, c'est pourquoi l'expansion de l'univers est accélérée. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, ça peut être, la solution peut être trouvée dans un substrat très particulier, très mystérieux, mais elle peut être aussi, qu'on pourrait alors effectivement identifier avec un éther, ou elle pourrait être trouvée en termes de correction aux lois régeant l'univers. Et voilà, quoi. Donc il faut faire attention, quoi. Il ne faut pas s'arrêter au terme énergie noire, parce que la vraie question, c'est pas celle-là. La vraie question, c'est le problème de l'accélération, et l'accélération, on sait déjà qu'il peut se résoudre par différentes voies. Très bien, on va arrêter là pour le débat. Donc on ne sait pas qui tranchera le nœud gordien de la matière noire et de l'énergie noire, est-ce qu'il pourra le trancher. On va passer à une phase de questions. Donc il y a plusieurs micros qui circulent. Donc, des questions? Oui, parle bien dans le micro. Oui, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. J'ai une petite question. On voit dans l'univers des systèmes de type Soleil, planète, on voit des systèmes de type galaxie, qui ne peuvent pas être tellement plus grosses que celles qu'on voit, parce que autrement il y aurait des stress internes qui feraient qu'elles se déchireraient. On voit des systèmes d'amas galaxiques, hein, où là, les galaxies tournent les unes autour des autres. Pourquoi, philosophiquement, on ne peut pas concevoir que notre univers soit un super amas de galaxies, tout à fait ordinaire, avec des lois quantiques, avec son expansion, avec ses lois gravitationnelles. Pourquoi notre univers ne peut-il pas être un super amas de galaxies? donc c'est un peu la question des multi-univers, peut-être, qui est... Non, pas du tout. Je déteste ça, mais pas du tout. C'est un super amas, comme on voit la Niakea, par exemple, notre continent galactique, avec 100 000 galaxies, 1 million de petites galaxies, hein, qui se précipitent vers l'attracteur central. Bon, pourquoi notre univers ne ressemblerait pas à la Niakea? Mais surtout pas les multivers, hein, je laisse ça à la philosophie, au collège, bien connu Grenoble. Jean-Michel, est-ce que tu as... Non, pas de... Pourquoi pas? Non, mais je ferai la même réponse. Pourquoi pas? La question, c'est qu'est-ce que ça vous apporte pour résoudre? Qu'est-ce que cette vision
nous apporterait pour résoudre les différents problèmes dont nous avons parlé. Est-ce que vous concevez votre super amas comme environné d'autres super Bien sûr, amas? ah oui, bien sûr. Et Environné là- d'univers qui ne peuvent pas être tellement plus gros que le nôtre, avec des frontières relativement précises, même si jamais il a une forme un peu biscornue. Comme il est né d'un Big Bang, automatiquement il est à l'intérieur il est né dans un rayon de Schwarzschild, dans un volume de Schwarzschild potentiel. Ah non, autrement, là, je peux vous en parler pendant 1 heure. On va échanger nos places. Mais c'est pour vous dire que c'est un objet ordinaire. La question, elle est, en fait, on la pose, c'est à nous de vous la poser. Qu'est-ce que ça résout comme problème? Je ne sais pas, j'ai fait une petite conférence, 10 ou 12. 10 ou 12. Bon, bah, sur le sujet de questions, monsieur, oui. Une petite remarque, il ne faut pas éviter le terme de réglage que vous avez employé, car bien sûr, on pense aux grands architectes platoniciens, moi, Mathieu Le Père. Les choses sont comme ça. Pourquoi parler de réglage? Donc, à propos du principe anthropique, effectivement, on parle de réglage fin. Pourquoi emploie-t-on ce terme de réglage? Les choses sont comme ça. Personne ne les a réglés. Écoutez, l'origine historique, l'histoire du terme réglage dans le cadre du principe anthropique, je ne la connais pas pour tout dire. Ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il ne faut pas voir le principe anthropique à l'envers. C'est-à-dire que penser que les constantes ont des valeurs et que si on change ces valeurs avec les lois que l'on connaît, on n'aurait plus l'univers, la matière comme on le connaît. Donc, on en conclut que ce qu'on appelle le réglage n'est pas fortuit, il a été voulu. Ça n'a pas de sens, parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on propose des lois, on veut aussi les tester. Si ces lois, avec ces constantes qui auraient été différentes, si on avait dû les tester, on se serait rendu compte qu'elles ne marchaient pas, donc on aurait changé les lois. Donc tout ça n'a absolument aucun sens. Après, parler d'un réglage, c'est fort probablement dans une démarche de cause finale, de cause initiale, etc., pour nous expliquer que... Alors après, qu'il y ait un vrai principe fondamental, que la question anthropique soit une question pertinente, je pense que oui. Au moins minimalement en termes méthodologiques, c'est pas absurde, comme l'avait proposé originellement Brandon Carter, de se dire de prendre acte que nous sommes là pour observer l'univers dans notre description de l'univers. Ça, c'est pas absurde, loin de là. Mais de tirer des conclusions comme on le tire, par exemple par rapport à une signification particulière, même si nous pouvons discuter de cette signification, etc. Ce que je dis simplement, c'est que ce que l'on tire du fait que quand je change les constantes de la nature, avec les lois que je connais, il n'y a plus de nature, ne prouve rien. Parce que dans ce cas-là, si ça avait été le cas, les lois qui auraient été proposées dans l'histoire des idées de la physique, on se serait dit, elles ne sont pas bonnes, il faut changer les lois. Et on aurait trouvé des lois qui correspondaient aux constantes qu'on avait envisagées. Parce que c'est un ensemble qu'on propose. On propose les lois avec ces constantes. Donc voilà, c'est tout. Mais la question anthropique en tant que telle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un projet dans l'univers, un dessin dans l'univers, on peut se la poser. C'est une question, je crois, tout à fait pertinente. Et par exemple, le problème de l'énergie noire la renouvelle. Parce que quand vous êtes dans un univers en expansion qui n'est pas accéléré, vous êtes observateur, autour de vous, vous avez donc une portion d'univers qui s'expand, si je peux utiliser ce barbarisme, donc qui s'expand, le volume d'univers qui va vous devenir observable, causalement lié avec vous, va augmenter avec le temps. Donc en fait, dans un univers en expansion non accélérée, avec le temps, l'univers vous est de plus en plus ouvert à votre observation, à votre analyse, à votre interprétation. Dans un univers en expansion accélérée, c'est le contraire. Parce que, comme justement, il se dilate, si on peut dire, plus vite, parce qu'il est accéléré, que votre capacité à rejoindre le bord de cette région que vous êtes en train d'étudier à la vitesse de la lumière, et bien ce bord se réduit, la taille de ce volume se réduit, et c'est un peu comme si vous ne pouvez plus rattraper une voiture qui part, qui s'éloigne très vite de vous, et bien plus elle s'éloigne vite, plus elle s'éloigne de façon accélérée,
plus la distance à laquelle vous pouvez la rattraper devient de plus en plus petite. Donc dans un univers accéléré, dans un univers d'extension accélérée, le domaine de l'univers qui s'offre à vous dans le futur est d'autant plus réduit. Vous évoluez vers un univers qui devient totalement déconnecté, c'est-à-dire séparé du reste de l'univers. Alors de là, est-ce qu'on peut lui faire correspondre un dessin premier qui voudrait qu'on ait un univers ouvert ou un univers au contraire qui se limite? On a le droit de se poser la question. Oui, pardon, juste un mot. Monsieur, je crois, a tout à fait raison d'attirer votre attention sur le fait que le mot réglage induit des conceptions erronées, parce qu'il suppose effectivement qu'il y a quelqu'un aux manettes. Pardon? Il y a quelqu'un aux manettes. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un aux manettes, oui. Et donc, comme d'autres termes que j'ai signalés, je crois qu'il faut le prendre avec énormément de guillemets, et si possible l'éviter. Je suis tout à fait d'accord. Justement, à propos des constantes de l'univers, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a une idée, est-ce que ces constantes l'étaient dans le temps, ou est-ce que la question est idiote? Est-ce que la vitesse de la lumière a toujours eu cette valeur Mais à nouveau, ça dépend dans quel cadre théorique, en fait. Il y a plein de cadres théoriques qui tendent à s'élargir par rapport à la relativité générale. Justement, par exemple, j'y faisais référence tout à l'heure, une théorie de l'espace-temps qui, au-delà de la relativité générale, y envisagerait un secteur scalaire, ce qu'on appelle un secteur scalaire. Et bien, dans ce cas-là, la constante de gravitation, la constante de Newton, elle peut dépendre du temps et de l'espace. Donc oui, en principe, c'est possible. Maintenant, on a aussi des moyens de contrainte. On fait des expériences en laboratoire qui peuvent mesurer l'éventualité de variation des constantes. Et puis on y met des contraintes. Les contraintes sont très fortes. Maintenant, on construit des cas théoriques qui, justement, considèrent qu'il n'y a pas de contrainte. Bon, voilà. Une question de monsieur? Oui, bonsoir. Vous avez dit que, d'après vous, il n'y a pas de contradiction entre la théorie quantique et la théorie de la relativité. Est-ce que c'est vrai aussi pour le concept de causalité? Est-ce qu'ils ne sont pas deux choses un petit peu... La théorie de la relativité et la causalité est classique comme la théorie de Newton. Dans la théorie quantique, je pense que c'est un peu différent. Vous parlez de causalité. Causalité, pardon, excusez-moi. Si vous voulez, la théorie quantique, là on s'aventure sur un terrain vraiment difficile, parce que c'est un débat quand même qui dure depuis à peu près un siècle, que d'essayer de comprendre la question de la causalité du déterminisme de la théorie quantique. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que la théorie quantique, en tant que telle, pour un système isolé, est parfaitement causale et déterministe. Si je prends un atome, isolé du reste du monde, que je le décris par l'équation de Schrödinger est totalement déterministe. Connaissant l'état de mon électron à un moment donné, je peux le connaître à tout autre instant sans problème. Là où la question se pose, c'est quand vous avez un système ouvert. Mais justement, nous n'avons pas de bonne théorie à l'heure actuelle d'un système à la fois décrit par la théorie quantique, mais ouvert et suffisamment interagissant avec son environnement. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons la théorie des probabilités, l'aspect statistique de la théorie quantique, qui règle formellement ce problème. Ça nous permet de dire tout se passe comme si. Mais est-ce que ce recours à la probabilité est intrinsèque à la théorie quantique, ou est-ce qu'il est dû au fait que nous ne la comprenons pas encore assez bien pour l'appliquer à des systèmes suffisamment compliqués et ouverts? Là-dessus, la question n'est absolument pas tranchée pour l'instant. Donc, je crois que comme la question reste ouverte, on ne peut pas l'invoquer comme un argument qui s'opposerait à une théorie qui combinerait la théorie quantique et la théorie de la relativité. Ça, ce que je vous dis là, c'est une opinion. Je ne sais pas si Jean-Michel Agnes serait d'accord avec moi. Je dirais quand même que, au-delà du caractère opératoire de la mécanique quantique, qui marche, la nature du monde quantique est effectivement différente du monde classique
est immédiatement déterministe. Donc je ne serais pas tout à fait, je ne suis pas sûr que je serais tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant très longtemps, on a essayé d'expliquer, pour dire en d'autres termes, que la production de probabilités n'était pas liée à la nature profonde des phénomènes qu'on regardait, mais qui était liée à, pour aller vite, une perte d'information, et que, en tout cas, au moins en pratique, on a adopté une interprétation qui ne considère pas cela et qui considère que la probabilité est une quantité intrinsèque réellement à la nature du monde quantique, et qu'effectivement le monde quantique n'est pas au même sens, même si bon, c'est pour ça que n'est pas au même sens que le monde décrit par Newton déterministe. S'il est déterministe, c'est dans une forme un peu plus compliquée. Il y a encore des colloques hein, sur l'information mécanique quantique, c'est des choses qui ne sont pas réglées du tout. Une question. Oui, bonsoir. Déjà, merci pour cette table ronde très intéressante. On se rend compte finalement que lors de ce débat, mais pas que de ce débat, la base de la physique, des simulations informatiques, etc., son langage naturel, sa base, ce sont les mathématiques. Ma question que je me pose, c'est est-ce que les mathématiques sont un langage inhérent à la nature, à l'univers, et donc l'homme se doit de l'assimiler pour comprendre sa nature, ou est-ce que les mathématiques sont un langage humain, finalement, auquel cas il faut traduire l'effet de la nature dans ce langage pour le comprendre. Et parallèlement à ça, est-ce que des expériences physiques dans le futur, ou peut-être des simulations, je ne sais pas, pourraient répondre à ce genre de questions? Et enfin, dernière petite question, encore toujours sur ce point, est-ce que finalement le fait qu'on n'arrive peut-être pas, on a certaines limitations justement à la compréhension de notre univers, peut-être au niveau des singularités ou autres, est-ce que finalement c'est pas dû au fait que les théories s'appuient sur cet outil, ce langage? Merci. C'est une question philosophique, épistémologique très profonde et très très justifiée. Je donnerai ce que j'en pense. Jean-Michel dira après ce qu'il en pense. D'abord, je ne pense pas que les mathématiques soient un langage. Je crois que c'est une profonde erreur que d'énoncer les choses ainsi. Les mathématiques sont un outil formel, mais ce n'est pas un langage. À preuve, le fait qu'aucun article de mathématiques, aussi sophistiqué soit-il, ne peut être écrit uniquement en mathématiques. Ça a été un rêve au début du siècle, le rêve d'une formalisation intégrale, et le rêve de Hilbert, et on s'aperçoit que ça n'est tout simplement pas possible, parce que arriver à formaliser des théorèmes les plus élémentaires de l'arithmétique, si vous voulez vraiment les formaliser complètement dans un langage sans aucune ambiguïté, ça va vous prendre des pages et des pages. Donc je dirais que, en ce qui me concerne, je crois que les mathématiques sont un outil de pensée qui permet d'articuler des concepts extrêmement fins, extrêmement précis, et c'est pour ceci qu'ils vont pouvoir être employés par la physique. Je dis bien par la physique, parce qu'il me semble que la question qui est posée de façon fréquente, mais comment ça se fait que les mathématiques s'appliquent à l'étude de la nature en général? Pour moi, c'est une fausse question, parce que je crois qu'elle ne s'applique pas à la description de la nature en général. Si vous regardez des disciplines aussi sophistiquées que la biologie moléculaire, ou que, je ne sais pas moi, la géologie moderne, technique, etc., elles font de temps en temps un usage instrumental des mathématiques, en utilisant soit des statistiques, soit des géométriques. Ça n'a rien à voir avec le rôle que les mathématiques jouent en physique, où elles ont un rôle constitutif. Les concepts fondamentaux de la physique, y compris la physique classique, les notions de force, de vitesse, d'accélération, d'énergie, vous ne pouvez pas les penser indépendamment de leur concept mathématique qui est dessous. Et donc, la question à ce moment-là sur Homer, c'est mais comment ça se fait que la physique ait ce privilège de pouvoir être mathématisée d'une façon véritablement profonde, qui n'est pas la même que pour les autres disciplines? Moi, ma réponse, elle est un peu provocatrice, consiste à renverser la question en disant mais c'est ça qui définit la physique. Qu'est-ce qu'on appelle physique? C'est la science qui est capable d'utiliser les mathématiques pour décrire la nature. Et si vous voulez un élément de preuve, vous apercevez que des domaines qui autrefois faisaient partie de la chimie sont devenus
des domaines de la physique du jour où ils ont pu être traités par exemple, la théorie quantique. Alors, un, les mathématiques ne sont pas un langage. Deux, elles jouent un rôle absolument essentiel, fondamental, constitutif, mais en physique seulement. Et ça élimine quand même une partie de cette question mystérieuse, pourquoi s'applique-t-elle au monde en général? Et je rajouterais simplement ceci, c'est que cet outil extrêmement fin et précis que constituent les mathématiques ne peut s'appliquer qu'à des situations elles-mêmes extrêmement fines et précises. Et que faire de la physique, c'est sélectionner dans le vaste désordre du monde qui nous entoure des morceaux suffisamment simples de l'univers, je ne dis pas suffisamment petits parce que peut être l'univers tout entier, mais suffisamment simples pour qu'on puisse isoler des caractéristiques, des propriétés, telles qu'on pourra les traiter avec cet outil. Mais un grand nombre des questions qu'on peut se poser sur l'univers échappent totalement à l'emprise de ces outils-là, parce que ce sont des questions beaucoup trop profondes et beaucoup trop compliquées. Les questions de la biologie, les questions de la sociologie, pour ma part, je pense qu'elles sont tout à fait hors de portée de l'outil mathématique, parce qu'elles sont beaucoup plus profondes. Autrement dit, il en va des outils intellectuels de la science comme des outils techniques. Quand vous voulez couper quelque chose, vous n'avez pas un outil de coupe universel. Si vous voulez abattre un arbre, vous prenez une hache. Si vous voulez faire une opération chirurgicale, il vaut mieux pas prendre une hache, vous prendrez un scalpel, qui est extrêmement fin. Les mathématiques, c'est cet outil extrêmement fin qui nous permet de faire des découpes tout à fait subtiles et d'analyser avec beaucoup de détails, à condition d'avoir restreint au préalable la question qui nous préoccupe. Je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question, mais c'est le point de vue que je voulais vous poser. J'ajouterais quand même que sur cette question du rôle des mathématiques en physique, très différente du rôle des mathématiques en biologie, par exemple, on peut le voir comme, c'est ce qui vient d'être dit, comme interrogeant la nature des mathématiques, on peut aussi le voir comme interrogeant la nature de la biologie. On peut dire aussi que la biologie n'est peut-être pas suffisamment avancée, les biologistes n'ont pas connu leur Galilée, pour le dire en d'autres termes, pour que les mathématiques aient pu y faire office. Parce qu'il y a quand même une utilisation des mathématiques qui se développe, et c'est dommage que Luciano Boy ne soit pas là-dessus, parce qu'il a travaillé explicitement sur ces questions, qui va au-delà d'une utilisation de l'outil statistique, choses comme ça, donc uniquement, je dirais, pour aller vite, descriptif, mais qui consiste, par exemple, à se poser des questions sur les propriétés topologiques des surfaces, et la possibilité qu'il existe alors des surfaces données lorsqu'on impose des contraintes, et de montrer que les seules surfaces qui existent, quand ces contraintes sont de nature, justement, modélisent des effets biologiques, et bien de montrer que les seules surfaces qu'on obtient, c'est compliqué quand même, mais bon, les seules surfaces qu'on obtient sont justement ceux qui correspondent aux êtres unicellulaires, aux choses comme ça. Donc il y aurait même dans la nature biologique une profondeur de nature mathématique, mais sinon... Non, mais je suis d'accord sur ce point-là. Je n'exclus nullement que certaines questions, certains aspects de la biologie puissent répondre à des traitements de type mathématique. Je voudrais seulement répéter ma conviction personnelle qu'un système biologique, le moindre virus, a fortiori une bactérie, a fortiori un être vivant, c'est d'un niveau de complexité qui n'a strictement rien à voir avec celui d'un atome, d'un quasar, etc. Alors, on pourrait d'ailleurs poser la question de l'autre côté aussi. Vous avez raison, peut-être que la biologie n'est pas si avancée, peut-être que les mathématiques ne sont pas si avancées. Mais je pense qu'il ne faut pas spéculer sur ce qui pourrait se passer dans 4 siècles, dans 5 siècles. Il me semble que pour les décennies à venir, en tout cas, je ne pense pas que cette situation soit appelée à se modifier radicalement. Mais encore une fois, c'est une opinion. On va faire un débat sur la nature des mathématiques, donc on enverra ça immédiatement, cette question-là. Oui, bonsoir. Une question concernant la cosmologie. Où en est-on de l'état de l'art sur la densité moyenne de l'univers? Et si on est loin de la densité critique, qu'est-ce que vous pensez de la théorie du Big Rip qui permet d'imaginer une réponse à la fin de l'univers dans le cadre de l'accélération de l'expansion? Alors, l'univers le plus probable
qu'on envisage est un univers où la densité critique, ou la densité moyenne, pardon, est à peu près égale, sinon égale à la densité critique. C'est pour ça que d'ailleurs on parle d'un univers plat. Première réponse. Et là, il y a plein de procédés complètement indépendants qui se croisent et conduisent à cette conclusion. Maintenant, un deuxième point, c'est sur le Big Rip. Lui, il est lié à la quantité d'accélération qui serait en jeu, qui ferait que, ce que je disais tout à l'heure, cette échelle qui diminue avec le temps d'univers accessible, si je puis dire, dans un univers accéléré, si elle devait tendre vers zéro en un temps fini, on appellerait ce temps fini dans le futur le Big Rip. Lorsqu'on calcule de façon cohérente avec tout ce qu'on peut savoir sur la densité de l'univers, etc., par exemple les paramètres cosmologiques, la quantité d'accélération qu'il nous faudrait pour que ce Big Rip ait lieu en un temps fini, parce que par principe, quand l'univers est accéléré, il y a un Big Rip. Et la question c'est, est-ce qu'il a lieu en un temps fini ou en un temps infini? Et ben, pour qu'il ait lieu en un temps fini, il faudrait une quantité d'accélération qui est, semble-t-il, c'est assez convaincant, beaucoup plus grande que celle qu'on observe. Donc on ne devrait pas risquer d'avoir un Big Rip. Voilà. Bonsoir. Alors moi, une question du sujet de l'antimatière. Donc c'est peut-être une question de profane, mais on dit que l'antimatière et la matière, si elles se rencontrent, s'annihilent. Du coup, vu qu'on est là en ce moment même en train de parler, est-ce qu'on peut dire que soit il y avait une quantité de matière supérieure à la quantité d'antimatière, ce qui fait qu'on est ici, ou alors est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui peut-être a provoqué ce résultat-là? Bonne question. Bon, ce qu'on imagine dans ce cas-là, mais je n'ai pas vu, ça, je suis toujours un peu gêné comme ça me donne le vertige, voilà, d'ouvrir la question. Ce qu'on imagine dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, la description qu'on a de la physique des premiers instants de l'univers ne devrait pas distinguer matière et antimatière. Cependant, il y a des invariances, des propriétés de symétrie qui laissent penser qu'un écart infinitésimal aurait conduit à laisser se préserver uniquement une de ces deux composantes qu'on a choisi d'appeler la matière. On aurait pu choisir de l'appeler l'antimatière. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est juste sur le fait qu'on dit que c'est vraiment deux types. Je sais qu'il y a une propriété de symétrie, mais du coup, est-ce que justement par définition, cette propriété de symétrie ne peut pas être si la matière domine dans l'univers? Ah oui, vous avez raison. On parle justement d'une violation de cette propriété de symétrie pour expliquer que l'une des deux composantes, je puis dire, a disparu. Mais on a différentes raisons physiques de comprendre l'origine de cette violation de cette propriété de symétrie. Expérimentalement, on a un peu de mal à la voir. Il faut peut-être rajouter ceci, c'est que cette violation, plus généralement cette cause du fait qu'il n'existe aujourd'hui plus qu'une des deux formes, pour l'essentiel, c'est une cause infinitésimale, c'est-à-dire que la matière qui reste aujourd'hui, il y en a en fait très peu. L'univers est extraordinairement vide. Extraordinairement vide. La densité moyenne de l'univers, c'est très faible. Et donc ça veut dire que si vous prenez l'univers primordial, il y avait beaucoup plus de matière et d'antimatière, et que l'essentiel de ces deux formes ont effectivement disparu, se sont transformés en rayonnement, et qu'il subsiste juste un tout petit surplus de ce que nous appelons la matière, la nôtre, aujourd'hui. Et excusez-moi, mais si juste je peux me permettre, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelles sont les pistes actuelles pour expliquer ce surplus infinitésimal, mais qui est quand même important pour nous aujourd'hui? Donc, je crois que je ne peux pas, parce que là, il faudrait rentrer effectivement dans un exposé un peu long sur les propriétés de symétrie par renversement du temps, réflexion d'espace, inversion de la charge électrique. Je crois que c'est un thème pour une prochaine conférence. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question beaucoup plus basique. Vous avez parlé de facteurs d'échelle.
Donc moi j'entends comme un intervalle, le plus petit intervalle qu'on puisse mesurer à un moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire que le facteur d'échelle tend vers 0, par exemple pour le temps, plutôt que le temps vers 0, ou l'espace, le facteur d'échelle d'espace tend vers 0, plutôt que le volume tend vers 0. Parce que de toute façon, il ne peut pas tendre vers 0, puisqu'à un moment donné, on arrive à un niveau quantique où on n'aura pas ni de temps, ni d'espace nul. Donc, je voudrais une définition très précise de ce que vous entendez par facteur d'échelle. Justement, ce que je disais, c'est que... Explicite sur la notion de facteur d'échelle, il faut peut-être commencer par définir la notion de dimension caractéristique. D'ailleurs, la dimension caractéristique de cette salle, c'est de l'ordre de quelques mètres. C'est la dimension moyenne qu'il y a entre deux d'entre vous. Peut-être 20 mètres entre les plus distants et 50 cm entre les plus proches. En moyenne, chacun d'entre vous est à une distance de quelques mètres d'un autre voisin pris au hasard. Donc cette notion de dimension caractéristique d'un système est tout à fait capitale. Et c'est comme ça qu'il faut penser quand on vous dit l'univers, quand on parle de la taille de l'univers, quand on parle du rayon de l'univers. C'est une idée qui est très sujette à mes interprétations. Il vaudrait mieux la remplacer par l'idée justement de taille caractéristique de l'univers. Deux galaxies quelconques dans l'univers sont aujourd'hui séparées par une distance qui est de l'ordre de quelques milliards d'années-lumière. Ça donne la taille caractéristique de l'univers. Si vous dites rayon, c'est problématique, vous allez penser à une boule, à une limite, et vous n'en sortirez plus. Donc une fois que vous avez cette idée de taille caractéristique d'un objet, d'un système, si ce système évolue, sa taille caractéristique change avec le temps, et le facteur d'échelle dont parlait Jean-Michel Alimi, c'est le facteur multiplicatif qui transforme la dimension caractéristique à un moment donné en la dimension caractéristique à un autre moment. Donc ça n'a rien à voir avec une dimension minimale. Hein, c'est très important, la dimension minimale entre vous ici dans cette salle, c'est disons 1 mètre, 80 cm, mais la dimension caractéristique, c'est quelques mètres. Et c'est comme ça qu'il faut penser la taille moyenne du système. Et donc ça peut être une façon de mesurer le temps. Oui. Oui, pareil. Vous voulez dire que l'évolution générale de l'univers se passe avec une échelle de temps caractéristique qui est de l'ordre de quelques milliards d'années. Maintenant, si vous prenez des épisodes plus spécifiques, par exemple l'inflation, si elle a eu lieu, vous aurez une taille temporelle beaucoup plus petite. Donc la dimension caractéristique, elle dépend du phénomène que vous étudiez. Mais soit dans le temps, effectivement, dans un univers qui est en expansion, où les distances dépendent du temps, comparer deux distances à des instants différents, c'est parler d'un temps. Donc effectivement, mesurer une distance, c'est mesurer un temps. Je crois qu'on arrive au bout de notre débat et de ces questions. On va remercier nos débatteurs. Merci à nos invités. Je vous rappelle que jeudi prochain, ce sera la conclusion de ce cycle de conférences sur le centenaire de la relativité générale. Donc on vous invite à la même heure. Et ça sera David Walsh-Gabo qui va vous parler d'un phénomène auquel Einstein ne croyait pas trop, les lentilles gravitationnelles. Mais il avait tout prévu. Bonne soirée, bon retour chez vous.